Bonus. Trax. Bonjour, bonsoir à tous, nouvel épisode sur la JDR Academy et aujourd'hui nous lançons une nouvelle campagne Monster of the Week Dossier X. Nous aurons donc une série de 3 épisodes menés par 3 meneurs différents. Je suis Artemis et j'ai la charge, le plaisir, le bonheur et le privilège de pouvoir réaliser ce premier épisode avec 4 rookies qu'on n'a jamais entendus sur la JDR Academy. Et j'ai donc avec moi autour de la table Coccinelle. Bonsoir, Qui vas-tu nous jouer aujourd'hui ? je vais jouer Étienne Charon, le professionnel. Un élément qu'on a envie d'avoir dans son équipe. Pour t'accompagner, nous avons Ludus. Je suis Philippe Rivard, un ancien gangster, un ancien taulard, et si vous avez rien à foutre, allez le faire ailleurs. Et on sent déjà l'alchimie que tu vas avoir avec Étienne. Continuons ce tour de table avec Prince de Lu. Je suis Jean Dupont et j'ai plutôt une tendance à être un petit peu paranoïaque. Et afin de terminer cette équipe, dernier personnage qui sera joué par Tiffany. Je suis la douce féminine de l'équipe et je vais incarner un épouvantail ce soir. Maintenant que les présentations sont faites, je vous propose de débuter. Avec la traditionnelle scène pré-générique, comme toutes les séries de chasseurs de monstres. Fondu au noir et l'épisode s'ouvre avec une vidéo de type rave party dans une salle souterraine qui ferait penser à des catacombes parisiennes. La soirée est éclairée par quelques néons qui sont suspendus au plafond voûté de la cave. Au fond, contre un mur, il y a une immense bâche sur laquelle il y a marqué le nom de la soirée. Rave ta cave. Des platines sort le son The X-Files d'Ado, interprété par le dernier DJ à la mode dont les billets pour les spectacles s'arrachent en moins de quelques secondes, B2D. Toutes les personnes présentes dansent, certaines s'injectent de la drogue et d'autres boivent des cocktails qui ont l'air d'être des cocktails hors de prix. Un gros hurlement de type canin retentit. Un néon tombe et certaines lampes qui étaient posées sur des piquets se font arracher, virevoltent avant de s'éclater. Des cris de terreur se répandent et l'image retranscrise par la vidéo bascule à 90 degrés car le support qui devait le filmer est désormais tombé sur le sol. Des gerbes de sang explosent de partout et certaines viennent filer leur course sur la caméra. Une mare de sang se forme au pied de la caméra. Une patte velue se pose et lorsqu'elle redécolle, restera sur l'empreinte l'écriture Monster of the Week, Dossier X. Épisode 1, le monstre des catacombes. Et la connexion vidéo se coupe. Nous vous retrouvons tous les 4 dans les locaux de l'INREB. Qu'est-ce que l'INREB, Étienne ? L'INREB, c'est l'Institut national de recherche en écologie et en biotechnologie, un organisme absolument officiel qui s'occupe des recherches des espèces disparues ou en voie de disparition. Donc tout à fait louable. Mais vous n'êtes pas dans ces fameux locaux officiels. Peut-être que vous êtes caché légèrement en dessous, au premier, deuxième, troisième, ou peut-être même le 35e sous-sol, derrière vos bureaux. Exactement. Dans l'ascenseur, il y a un petit bouton rouge avec une clé. Quand on descend un peu plus bas, on arrive dans des locaux qui sont beaucoup plus martiaux. L'INREB dissimule une cellule gouvernementale militaire qui vise à traquer et capturer des espèces surnaturelles ou inconnues afin de les étudier et de s'en servir pour éventuellement une utilisation militaire. Très bien. Un but louable, comme tu disais tout à l'heure, selon certains points de vue. La paix avant tout. Vous êtes dans une salle de type open space et vous avez cette vidéo qui est projetée sur un gros écran qui fait 6 mètres par 3. Alors que vous étiez en train de taper sur vos PC, de faire vos petites recherches, peut-être de jouer des mineurs afin de pouvoir passer le temps, qu'est-ce que cette vidéo vous fait ressentir en la voyant ? Que dalle, je suce mon cure-dent en jouant au démineur, puis de temps en temps je lève la tête pour être sûr que je loupe pas un truc essentiel, du genre rappeler Jean à l'ordre pour qu'il évite de poser une question con. Jean, on parle de toi, qu'est-ce que cette vidéo te fait ? D'abord, un frisson d'horreur et de peur, mais je suis sur mon ordinateur, j'ai arrêté ma partie de solitaire pour aller fouiner sur les forums du fin fond du Darknet pour essayer de récupérer des informations sur cette soirée. Prune, qu'est-ce que te fait ressentir cette vidéo, de voir une telle boucherie qui s'est produite ? C'est une retransmission d'un live Twitch qui s'est réalisé il y a 4 heures. J'ai les yeux rivés sur l'écran, je lâche pas l'écran et je suis tendue, accrochée à mon siège, je me sens pas très bien. Ok. Et enfin, Étienne, comment tu réagis face à cette situation ? Bon bah c'est comme un lundi quoi, donc en même temps que je regarde la vidéo, je parcours mon agenda Outlook pour savoir quelle réunion je vais devoir décaler, tout en cherchant sur internet qu'est-ce que c'est que ce B2D dont j'ai jamais entendu parler, et cette musique est quand même un petit peu forte.
Apparemment, ce B2D, c'est le dernier groupe de techno hardcore à la mode qui se fait arracher dans toutes les soirées de type rave qui sont produites dans les champs, dans des usines abandonnées, parce qu'ils ont un son qui sort de l'ordinaire. Je pense que dans cette vidéo, il n'y a pas un monstre, mais deux. Et il y a une voix au haut-parleur qui grésille. Agent Charon, agent Dupont, agent Rivard et agent Notin, en salle de briefing alpha pour un départ imminent. Je ferme mon laptop, je regarde les autres, je remets ma cravate et go. Philippe, comment tu te sens par rapport à cette annonce? T'as toujours pas fini ta partie de démineur? Bon, alors vraiment, la partie de démineur, c'est juste pour me pousser les doigts pour essayer de me mettre à l'informatique, puisqu'on m'a dit que c'était important. Moi, j'y capte rien à leurs trucs, à leurs boutons, leurs fenêtres, leurs portes, Windows, machin. Que dalle. Puis de toute façon, il y a toujours Étienne pour m'expliquer, donc ça va bien. Je remplis à nouveau mon mug, INREB, puis je le suis, quoi. Prune? Très contente d'y aller, d'en savoir plus et de pouvoir aller plus loin sur cette boucherie et de pouvoir mettre ma patte. Et enfin toi, Jean? Et je finis rapidement de lire le post que j'étais en train de lire. Je prends mon mug de café, mon laptop et je suis le mouvement un peu à la traîne. Parfait. Vous prenez le couloir et de suite à votre droite, vous avez les fameuses salles de briefing où vous devez y accéder avec vos badges. Il y a quelque chose d'assez spécial dans cette entreprise, c'est que vous êtes dans un étage où il n'y a que des gens comme vous qui travaillent dans les open space. Dès que vous devez partir pour être envoyé sur une mission, vous ne voyez pas les supérieurs qui vous donnent des missions. Ils vous demandent de vous rendre dans une salle de briefing, une salle qui contient une table et 8 chaises autour. On vous projette des données sur un écran principal avant de vous envoyer en mission. Ce matin-là, alors que vous rentrez et que vous prenez vos places habituelles autour de cette table, l'écran se lance et une voix retentit. Bonjour agent, l'heure est grave, il y a eu une tuerie de masse à 3. On pense que c'est une créature locale qui opère sur ces lieux. Il va falloir vous rendre immédiatement sur place, vous êtes à 2 heures de trajet. Agent Charon, si vous appuyez sur le champignon, nous paierons les PV sur place. Et il va de soi que si c'est une créature, il va falloir la neutraliser très très rapidement. Parce que si la boucherie qui s'est produite a un gros sens, il pourrait s'en reproduire d'autres de ce style. Vous savez très bien comment agissent les créatures. La boucherie a eu lieu sous les catacombes de Troyes. On vous a réservé un petit hôtel pour que vous puissiez passer la nuit si jamais. On a une lettre d'accréditation que vous allez pouvoir récupérer en sortant. Le gouvernement vous autorise à accéder sur la scène du crime pour récupérer les données biologiques. Très bien. Il va de soi que pour l'instant nous n'avons pas plus d'informations, que ça va être à vous de les trouver, de nous faire les rapports. Et n'oubliez pas, si jamais la créature dispose de compétences paranormales, le code PITI doit être réalisé. Agent, vous avez des questions? C'est bon. C'est bon. C'est noté. Bien, bonne chance à vous. L'écran s'éteint, vous laisse dans une lumière semi-vacillante à l'intérieur de la pièce. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Leur servir un café. Récupérer mon équipement avant de partir. Je vous propose qu'on parte maintenant. Tu peux passer à la salle de pause, Philippe. Il y a souvent des thermos de café qui sont prévus pour les voyages longue durée. Tu peux avoir du 1 litre, du 2 litres ou du 3 litres, ça dépend de toi. 3 litres. Ouais, c'est une bonne idée ça. Sur le trajet, j'ai repéré les endroits où il y a des blancs dans les zones de surveillance par caméra. Et de l'intérieur de ma poche de veste, qui est un petit peu rembourrée, je sors une flasque de whisky et je le vide dedans. Philippe, tu ne conduiras pas. Ah, de toute façon, j'ai pas envie de perdre de nouveaux points sur mon permis, c'est un coup à retourner en tôle. Fait conduire l'autre, là, il a tellement peur que je vais réussir à éviter tous les problèmes. Ou tiens, la petite, personne nous arrêtera, hein. Même si y a un excès de vitesse, les gendarmes lui feront l'escorte. Bon, c'est mignon, mais je suis pas petite. Mais ouais, je veux bien conduire. C'est vrai qu'il est même possible que tu sois plus grande que moi. Ah ouais, parce que t'es vieux, donc du coup t'as rétréci. Puis par contre, je suis un peu épais. J'imagine. Je suis typiquement le mec qui est pas athlétique, mais qui est pas violent. Je regarde les papiers quand même pour savoir si pour une fois on a le droit à une chambre chacun ou s'il faut avoir qu'on partage. Eh, j'ai donné, hein. Vous avez le droit d'avoir une chambre chacun. Par contre, c'est un hôtel miteux en périphérie de la ville. Comme d'habitude, hein, c'est un Formule 1. Ouais, puis c'est l'émission. Il vaut mieux c'est qu'une chambre chacun que tous dans la même chambre. Je partage pas une chambre avec l'autre là. Vous avez de la chance, cette fois-ci, vous avez chacun vos shots et vos douches dans vos chambres. Tant mieux. Nickel. Et vous allez voir qu'avec mon bol, je vais pas avoir de couvercle. Ça me rappellera la maison. Chacun va prendre ses petites affaires et on se rejoint au garage dans 10 minutes. Nickel. On choisit quelle voiture? On prend le van de l'INREM. Avec les petits logos dessus. C'est ça. Parfait. Est-ce qu'on peut imaginer que dans le garage, espèce de zone technique, il y a les véhicules qui sont gentiment alignés, puis il y a des armoires d'une taille raisonnable pour chacun d'entre nous, avec petit cadenas chiffré, high-tech et tout, ce qui fait qu'on a le matos lourd un peu en bas. Ouais, directement, pour pouvoir les charger le plus rapidement possible. Vous avez peut-être même votre voiture de prédilection, qui est rattachée à votre professionnel. Ma voiture favorite, c'est celle des autres. Je récupère mon sac de voyage. Là. Dedans, il y a une petite poche avec une brosse à dents. J'ai mon couteau papillon dans la poche, mais les rasoirs à main, c'est pas la peine. Et sinon, le sac, il est très très gros. Il y a mon fusil à pompe avec mon fusil d'assaut avec le nécessaire d'entretien et des munitions. Et il y a mon Glock, donc c'est un peu plus petit, avec sa boîte et les munitions. Et le super pied, c'est que comme je suis à l'INREB, j'ai même pas besoin de les mettre en coffre de sécurité, faire des déclarations en préfecture et toutes ces conneries, je peux me balader avec.
fait, dans le van, il y a une cache pour les armes. En cas de contrôle, on n'a pas de problème. En revanche, sur toi, tu peux avoir ton Glock. Et mon couteau papillon. Qu'est-ce que vous prenez les autres avant de prendre la route? Un sac à dos où j'ai toujours tout ce qu'il faut pour les missions. J'ai mon fusil de sniper, mon 9 mm et le couteau. À côté de ça, j'ai effectivement mon laptop, un déo, une chemise, un deuxième costume. Et moi, du coup, je récupère également mon sac avec mes petites affaires de rechange classiques et mon équipement. Alors, j'ai un fusil à pompe, alors vous le savez pas, mais je sais pas vraiment m'en servir. C'est plus parce que ça me rassure d'en avoir un. Et sinon, j'ai un pistolet de poche, ça va, je sais tirer avec, et un garrot. Et ton PC pour pouvoir continuer à faire Bien les sûr. recherches sur Internet avec la fameuse clé. Celui-là, il est toujours sous mon bras et je l'ai pas lâché en récupérant mes affaires. Mon PC ne me quitte jamais. Vous prenez la route en direction de Troyes. C'est Prune qui conduit, c'est ça? C'est Prune qui conduit, ouais. Le van, il est inconfortable, sauf pour le conducteur. Parce qu'il y a tellement de... La cage prend beaucoup de place. Et merde. Je vais vous proposer de faire une ellipse de manière à pouvoir arriver à Troyes assez rapidement. Cependant, vous avez tous l'opportunité de déclencher une manœuvre pendant ce trajet, comme par exemple rechercher des informations avec Ami du Net pour le parano, C'est exactement ce que j'allais dire. ou vous autres essayez de vous renseigner si vous le souhaitez. Ah, moi, je conduis, hein, donc je ne recherche pas, mais par contre, je suis attentif. Elle participe aux discussions. Exactement. Étienne, Je suis sur l'ordi et en fait, je cherche, en commençant par Wikipédia d'ailleurs, ce que les catacombes de Troyes ont comme histoire. Est-ce qu'il y a des légendes? Est-ce qu'il y a ce genre de bestioles déjà mentionnées? je vais pas te faire faire de jet d'enquêter sur un mystère parce que c'est des informations génériques que tu recherches. Jean, Je vais contacter mes amis du net. quelle est la finalité de ce que tu cherches en les contactant? Je cherche des informations précises sur la soirée à laquelle a eu lieu l'attaque. Ok, Où est-ce que ça se passait exactement? Dans quel contexte? On parle d'une rave party, donc potentiellement un truc plutôt pas trop autorisé. Qui y participait? Qui l'a organisé? Ce genre de choses. je te laisse lire la manœuvre pour les auditeurs qui ne la connaissent pas, et une fois que tu l'auras lu, lancez les dés associés, et je repasserai à Étienne avant de te donner le résultat de tes recherches. Vous connaissez beaucoup de gens sur Internet. Quand vous contactez un ami du net pour qu'il vous aide dans le cadre d'un mystère, lancez 2D plus charme. Sur 10+, il est disponible et vous aide. Il est en mesure de réparer quelque chose, de casser un code, de pirater un ordinateur ou de vous dégoter des informations bien précises. Sur 7 ou 9, il est prêt à vous aider mais ça lui prendra du temps ou vous devrez participer à l'effort. En cas d'échec, vous brûlez vos cartouches. Ok, Philippe, L'informatique, c'est pas mon truc. L'histoire de la toile, pour moi, c'est des araignées. En revanche, les histoires de boîtes de nuit, de trucs louches, je connais. Clair de rien, je me penche un peu sur son épaule et je lui donne un coup de main. ok, je te laisse lancer les dés, je vais donner les informations qu'il faut à Étienne, je passe à vous après. Ce que tu sais, Étienne, en recherchant sur Internet, rapidement sur Wikipédia et tout autre site, même sur le site de la mairie de Troyes, c'est que avant, il existait le Troyes souterrain, un réseau de galeries souterraines qui sillonnait à l'époque Troyes dans tous les sens. Une grande partie de ce réseau a été comblée par les éboulements au fil des ans. Il y a quelques légendes de bouche à oreille qui sont racontées de parents à enfants, et c'est une légende sur des sortes de loups-garous. Des personnes qui auraient apparemment vendu leur âme au diable afin de se laisser posséder par ce dernier pour pouvoir obtenir ce qu'ils désirent au plus profond de leur être. Très bien. Le donner un coup de main étant donné que tu as eu 7 comme résultat, Philippe, donne un plus 1 sur le jet de Jean, mais si jamais il y a des complications, c'est toi qui seras le premier visé par ces complications. Jean, combien as-tu obtenu? J'ai fait 9 plus 1 en charme 10, donc même sans l'aide, j'ai mon 10+. Tu arrives à 11, donc tu as posé tes questions et de suite il y a une personne qui t'a répondu. Quel est le pseudo de la personne qui te répond? Et est-ce un pote avec qui tu parles de temps en temps? C'est quelqu'un que je connais pas, mais c'est sur un forum que je connais, sur lequel j'ai l'habitude de chercher des informations, donc j'ai plutôt confiance dans les informations que je peux trouver. Et il te dit, c'était une rave party, le fameux rave ta cave, tu connaissais pas? C'est un truc qui a été fait et organisé par une communauté underground qui se trouve à Troyes qui s'appelle Subterra. Et ça s'est fait à guichet fermé. Il fallait payer au minimum 500 € pour pouvoir être à cette soirée. C'est un truc de dingue, ça se voyait pas. Il y a des gens qui sont descendus de Belgique exprès pour y aller. J'ai pas pu y aller, je suis vraiment dégoûté parce qu'il y avait B2D sur place. La personne, dans la façon dont elle écrit, tu sens qu'elle était on fire sur la soirée. Mais elle a pas pu y aller. Ouais. Est-ce qu'on sait qui a organisé la soirée? Ce qu'il te dit, c'est une communauté underground qui apparemment a réhabilité certaines parties des souterrains de Troyes et qui s'appelle Subterra. On n'en sait pas plus pour l'instant sur Subterra, on n'a que ce nom. Tout à fait. Évidemment, je partage mes informations avec mes collègues. Est-ce qu'ils ont un logo qu'on pourrait retrouver sous forme de tag? Une bouche d'égout avec un S de tagué dessus. Est-ce que moi je peux faire la manœuvre pressentiment? C'est peut-être un peu tard pour la faire. Il faut que tu arrives sur un lieu. Pour l'instant, tu es en déplacement. Mais à partir du moment où tu arriveras sur 3, tu pourras le déclencher à plusieurs endroits où tu seras arrêté. Ok. Je vous propose qu'on ellipse et qu'on vous fasse arriver sur 3. Vous arrivez dans le centre-ville, vous vous garez, vous étiez attendu, il y a quelques policiers
qui se présentent à vos côtés, notamment un policier qui s'appelle Alexandre Richard, l'officier Richard. C'est vous les scientifiques de l'INREB qui ont été envoyés pour accompagner la scientifique? La scientifique. Absolument. Bonjour. Étienne Charon, est-ce que vous pouvez nous montrer où on peut rentrer dans les lieux? Oui, va falloir descendre, c'est à 10 minutes de marche. En dessous, oui, madame la scientifique, la police scientifique, c'est comme ça qu'on les appelle, les blouses blanches. Oui, bah ils ont pas forcément des blouses blanches, mais... Oui, Ah. bon. Bref, je vais vous montrer, suivez-moi. Si vous avez des choses à prendre, c'est le moment. Par contre, je tiens à vous préciser que si vous avez de quoi vous boucher le nez, faites-le en bas. En plus de sentir le renfermé, l'odeur de transpiration, il y a aussi énormément d'odeurs d'excréments et de sang. J'ai toujours avec moi ma mallette de pseudo-outils qui justifient le fait qu'on est des scientifiques. Des éprouvettes, des machins, des... J'ai juste mon sac à dos. Je sors un masque. J'ai ma mallette d'1m40 de long. Et en l'ayant sorti et ayant regardé le flicot de loin pour être sûr que c'est pas un mec que je connaissais, réciproquement, je me rapproche du groupe et en regardant en gros dans la direction de l'hôtel-restaurant qui est juste à côté, là, je dis tiens, c'est marrant, ce midi j'ai l'impression qu'ils nous cuisinent du poulet. Ah, le Barabou, non, aujourd'hui c'est le menu spécial moule frites, mais le poulet c'est demain. Donc il joue pas sur ton propre jeu. Ah bah qu'il est premier degré quoi. Jean, tu prends ton PC pour descendre, je suppose? Oui, et je mets mon masque FFP2 évidemment. Ah, bien entendu, histoire de bien retenir le vomi. J'avais pas pensé à ça. Prune, de ton côté, qu'est-ce que tu prends? Moi je suis avec mon sac à dos, petit barbour, très classe. Descendre dans les catacombes, hyper sérieuse, bien quoi. Génial. J'ai retiré mes mocassins à gland, j'ai mis des grosses bottes qui montent quasiment jusqu'aux genoux. Là. Alexandre vous conduit à une des plaques d'égout sur lequel il y avait un S qui avait été tagué. Elle est légèrement à l'écart de la rue, même à l'entrée d'une petite ruelle, ce qui permettait de pouvoir descendre sans être vu. Donc vous allez descendre et la lumière naturelle va commencer à s'estomper. Vous allez plus être guidé dans ces souterrains-là par des sortes d'odeurs. D'abord, vous allez ressentir une sorte d'odeur de renfermé, comme si ce terrain-là allait être propice à faire pousser une champignonnière. Vous allez marcher une vingtaine de mètres, tourner à droite, à gauche, puis encore à gauche, puis peut-être à droite. Vous commencez à perdre la notion de l'endroit où vous êtes. Et à un moment, avant de tomber sur la pièce, vous commencez à sentir et humer des odeurs, en plus d'entendre des bruits de personnes qui ont l'air de s'affairer. C'est une odeur très très forte de sang qui emplit vos narines, et ceux qui n'ont pas été en tôle et qui n'ont pas été confrontés à ce type d'atmosphère, vous commencez à retenir un vomissement qui s'empare de votre estomac. C'est une odeur très très forte, comme des odeurs qu'on peut ressentir dans des abattoirs. L'officier Richard vous fera parcourir encore une dizaine de mètres. Vous allez arriver dans une salle qui va être éclairée par des gros spots. Et pour l'instant, vous êtes derrière les rubalises de police. Vous allez rentrer dans une salle de crime. Cette scène de crime, pour pouvoir y rentrer et résister à l'horreur, vous allez devoir me faire un jet d'agir sous la pression. Sur un 10+, vous allez pouvoir enquêter. Sur un 7 à 9, vous allez devoir reprendre vos esprits pendant 5 minutes. Et sur un échec, vous ne pourrez pas rentrer sur la scène de crime et vous devrez juste vous contenter de regarder les policiers. Ok, donc Philippe, tu as fait un 10. On lance 2d6, c'est ça? 2d6 plus... Oula. Oh, j'ai pas besoin, j'ai fait 11 de base. Mais attends, tu peux avoir des malus, hein, parce que je sais que Pruna est pas si cool que ça. Je suis pas cool hein. Et puis j'ai -1, donc en fait j'ai que 10. J'ai fait 11. C'est le club des 10. Super, mais tout le monde a réussi. Malgré l'horreur et les hauts le cœur, vous allez pouvoir arriver dans la scène de crime. Habituellement, quand on est sur une scène de crime, il n'y a qu'une seule et unique personne qui peut enquêter sur un mystère, les autres peuvent leur donner un coup de main. Exceptionnellement, aujourd'hui, vous allez pouvoir être 2 à pouvoir enquêter sur un mystère et 2 à pouvoir donner un coup de main, dans l'objectif d'avoir au moins 3 questions. Si vous faites 12+ sur enquêter pour un mystère, donc 12+, ou si jamais ça se combine, vous avez directement accès à 3 questions. Qui veut donner un coup de main et qui veut enquêter? Mécaniquement parlant, je ne donnerai pas de coup de main parce que j'ai -1. Ça va se traduire pour Philippe Rivard par le fait qu'il va regarder la boîte avec beaucoup d'intérêt et puis regarder les grosses têtes en disant bon, ça c'est pour vous. Si vous avez un problème, appelez-moi. Du coup, je vais derrière le bar, discretos, et puis je vais bien trouver encore un petit peu de whisky pour compléter mon thermos. Moi je veux bien enquêter. Toi, tu veux enquêter? Ok. J'ai un bonus pour enquêter. Et un malus pour donner un coup de main. Je vais donner un coup de main à Prune. Jean, tu peux lancer ton enquêter sur un mystère. Étienne, tu peux lancer ton donner un coup de main. 9. Oh, 14. 12+2. Étienne est très très motivé pour donner un coup de main à Prune. Prune, tu peux enquêter sur un mystère. 10 plus 1, 11. Plus 2, 13. Très bien. Vous allez pouvoir poser 3 questions, à laquelle je vais devoir vous répondre honnêtement. Je n'ai absolument pas le droit de vous mentir dans ce type de jeu. Ça fait partie des principes de base de ce jeu. Alors, vous avez accès aux questions suivantes. Que s'est-il passé ici? De quel genre de créature s'agit-il? Que sait faire la créature? À quoi la créature est vulnérable? Où est-elle partie? Que voulait-elle faire?
Et y a-t-il quelque chose de caché par ici? J'aurais bien fait un que s'est-il passé ici? Si on est RP, à l'INREB, c'est on doit la choper, donc comment on fait pour la choper? Donc à quoi est-elle vulnérable? Parce que c'est ce qu'on veut. Et où est-elle partie pour la choper? Par élimination, que s'est-il passé ici? On n'en a pas besoin, puisqu'on a eu en intro la scène. Hein, donc. La vidéo. La créature, on peut admettre que ce soit un loup-garou, puisqu'il y a cette légende urbaine de loup-garou, et puis qu'on a vu une grosse patte canine. Il y a eu un hurlement canin aussi. Donc finalement, que ce soit un loup-garou ou autre chose. Un loup-garou dans des catacombes, c'est un peu chelou quand même. Un loup-garou, c'est chelou en général, donc J'ai envie de mettre un pouce à y a-t-il quelque chose de caché par ici? Oh, moi aussi. ouais. Vu la violence de la scène, la brutalité extrême et l'effroi de tous les gens qui en ont été victimes et spectateurs, il y a probablement un truc qui a été oublié. Ça serait assez pratique de le retrouver, voire... C'est la première qui m'a tiré. Y a-t-il quelque chose de caché? Que voulait-elle faire peut-être, non? Que voulait-elle faire? Y a-t-il quelque chose de caché? Et à quoi est-elle vulnérable? À quoi est-elle vulnérable? À quoi est-elle vulnérable? C'est capillotracté quand même. Hein. Une question comme ça, je suis obligé d'y répondre. Est-ce qu'autour de nous, il y a des survivants? J'ai pas le droit de t'y répondre pour l'instant. Une de mes manœuvres qui est de la télépathie. Du coup, je peux interroger des personnes. Donc en fait, s'il y a des réponses, par exemple, que s'est-il passé ici? Moi, je peux tout à fait aller interroger un des survivants et lui demander que s'est-il passé ici. Et j'aurai toutes les informations que je veux aussi. Donc on pourrait très bien faire les 3 questions qu'on a prévues. Et de mon côté, je sais définir si les gens mentent ou cachent des choses. J'ai l'habitude. Il cache souvent des choses d'ailleurs. Tout le monde ment. Alors, auquel cas, il me semble que première question, celle qui est susceptible de nous ouvrir un maximum d'horizons, c'est que s'est-il passé ici? Est-ce que vous la validez tous? Logique en fait. Ok. Ouais. On arrive et on a un coup d'œil, presque même automatique en fait, hein, on analyse la scène, ça paraît logique, ouais. Effectivement, vous rentrez, vous commencez à analyser la scène, et toi par contre Étienne, tu es la personne qui a le meilleur bagou. Donc t'es celle qui va directement se diriger vers les policiers afin d'avoir des informations. Moi j'ai le meilleur bagou. T'es celui qui présente le mieux. Ah oui d'accord. On a un ex-taulier qui s'est dirigé vers le bar pour essayer de chercher des choses. Un parano qui, quand il va rentrer, va regarder à droite, à gauche pour voir ce qu'il y a. Et une télépathe qui va essayer de se mêler aux informations et de potentiellement trouver s'il y a des survivants. Donc je me dis que toi, en tant que bon chef d'équipe, la première chose que tu fais à chaque fois, c'est d'essayer de détourner l'attention si eux essayent de grappiller des choses à droite, à gauche. C'est juste. Moi, j'aime bien être à côté d'Étienne. Tu vas accompagner Étienne. Avant que vous vous penchiez sur le contenu de la scène de crime, tu vas interroger des policiers. Quand tu vas leur parler, tu vas apprendre qu'ils ont retrouvé personne ici. La seule chose qu'ils ont retrouvée, c'est des cadavres. Ils ont réussi à retracer le signal d'émission qui a permis de voir cette scène. Quand ils sont arrivés, ils ont appelé les urgentistes et les urgentistes, il y en a encore qui patrouillent avec des policiers à l'intérieur des tunnels pour pouvoir essayer de retrouver des survivants de la soirée. Ils ont retrouvé une liste, ils essayent de passer au crible en retirant les portefeuilles, essayant de retrouver les papiers d'identité et pour l'instant, ils sont encore en train de chercher. Il y aurait 5 personnes qui ne sont pas sur la liste, dont ils n'ont pas retrouvé les papiers d'identité. En analysant la scène, Philippe, tu te mets derrière le bar, tu te sers un verre et en commençant à le siroter, tu remarques que derrière le bar, il y a une petite boîte sur laquelle il y a un symbole. En l'ouvrant, tu vois à ton plus grand bonheur des petits sachets de pilules de drogue. Tu refais le lien avec ce qui se passait à la caméra. Il y avait dans cette rave party de la vente de drogue. Le seul hic, c'est que si la boîte était là, c'est que le dealer a potentiellement disparu ou potentiellement n'était pas là à la soirée. T'arrives pas à retrouver d'informations supplémentaires sur comment Subterra a organisé cette soirée, mais tu arrives à retrouver le DJ qui est éclaté sur ses platines. Ça fera une terreur de moins sur la scène, comme le disait Étienne. Jean, tu commences à avoir un peu l'habitude de ces scènes-là et toi, tu vas essayer de trouver des choses qui sont complètement anormales. Donc tu vas déambuler au milieu des cadavres. Il y a des choses qui, toi, te font des tilts parce que tu regardais les forums de cryptozoologie, c'est les griffures. Tu trouves des marques de griffures sur chacun des cadavres, des poils qui ont été laissés dessus. La thèse que tu commençais à élaborer tout à l'heure, c'est que ça pourrait être une créature de type canidé qui serait à l'origine de ce massacre. Cependant, la force pour pouvoir abattre plus d'une 50aine de personnes pour toi paraît exceptionnelle. Donc la créature n'est pas petite, mais tu estimerais que c'est à minima une créature qui aurait fait ça, mais le truc c'est qu'elle a été excessivement rapide pour ne pas laisser les gens, même bourrés, pouvoir quitter cette pièce. Je récupère des poils au passage. Ça va de soi. Philippe, tu récupères au moins un sachet. Puis si c'est pas pour ta consommation personnelle, c'est pour les envoyer à l'analyse. Étienne, tu vas récupérer une copie des documents parce que bien entendu, c'est très important. Vous allez faire genre de faire des analyses pour pouvoir récupérer le sang. Donc vous en profitez pour récupérer quelques brides de poils. Et toi, Prune, tu vas te concentrer sur
les policiers, par ta télépathie. Je te fais pas jeter de dés parce que t'es pas dans une situation de stress à ce moment-là. Tu vas sonder un peu tout le monde. La chose que tu apprendras, c'est qu'il y a eu un meurtre récemment d'une personne qui se situait dans les réseaux souterrains et qui a été retrouvée par une patrouille de police qui circulait là il y a 2 jours. Un meurtre qui a été commis dans les mêmes circonstances. Il partait au début sur un tueur solitaire et là visiblement ça va être une cellule de crise qui va être organisée. Tu apprends qu'il y a des grands costards qui descendent de Paris pour pouvoir enquêter sur ce phénomène. Et la caméra qui tournait a bien été renversée et il y a une grosse marque de griffe sur le trépied qui la tenait. C'est une caméra qui pesait à peu près une 50aine de kilos et le trépied était conçu pour la tenir. Donc imaginez la force de l'impact pour pouvoir le décaniller. Par hasard, il n'y a pas d'enregistrement vidéo? Ça a été retransmis directement sur Twitch. Donc en fait, vous avez déjà accès à cette vidéo-là. Vidéo qui vous permet de corroborer du fait qu'il y a à minima une créature canidée qui s'en est pris à cette foule. D'accord. Il n'y en a pas d'autres en fait. Donc en fait, on ne sait pas s'il y a une créature ou plusieurs en fait. Tout à fait. Voilà sur la première question. Moi, toutes les informations que j'arrive à avoir de par les policiers, par ma télépathie, je peux vous les donner par télépathie. On peut dire ça, oui. Est-ce que vous avez une idée donc pour la deuxième question? J'aimerais bien chercher s'il y a quelque chose de caché. Ok, je le révélerai en dernier. Une troisième question du coup. Déjà, on sait qu'elle est extrêmement rapide. Le que sait-elle faire me paraît assez approprié, puisque le but du jeu, c'est a priori de l'identifier, de l'empêcher de nuire, voire de la ramener, quoi. Ah, surtout avec votre protocole Pity. Voilà. Pas rasoir de cam, hein, allons au plus simple. Hein. C'est soit ça, soit à quoi est-elle vulnérable? Que sait-elle faire est peut-être plus global et nous permettra en effet d'avoir à quoi est-elle vulnérable, peut-être par la suite, ou de le déduire. Ah mais donc ça veut dire qu'on met pas, y a-t-il quelque chose de caché en fait? Faut choisir entre... Ben, on le met, mais il nous répondrait en dernier. Ah d'accord. Du coup, que sait-elle faire? Très bien. Yes. Vendu. Visiblement, de ce que vous avez pu voir en croisant les vidéos, et c'est peut-être Jean qui va s'y coller, parce que le flux Twitch, mine de rien, ça pixelise un peu les choses. Là, il a directement une caméra qui peut être utilisée dans le monde du cinéma, et donc des données de fou. En extrayant les données, la chose qu'il va voir, c'est que la sorte de forme qui a une apparence de loup-garou se déplace avec aisance, en sautant dans les hauteurs, zigzagant entre les invités à droite, à gauche, en griffant. Il a même une force qui peut être surhumaine parce qu'il brandit à un moment une personne pour la mordre et lui arracher avec la force de ses dents la moitié de son bras. Alors qu'il a laissé la dernière victime tomber, il s'est mis à 4 pattes et ça c'est quelque chose qui a été interrompu pendant la diffusion de Twitch et vous avez donc les derniers éléments dessus parce que la caméra étant tombée, tu aperçois que le transmetteur Wi-Fi a été coupé. Tu vois la forme se mettre à 4 pattes et commencer à humer l'air avec son museau pour pouvoir sentir quelqu'un et il s'est mis à tracer dans un couloir. Et enfin, le fameux qu'y a-t-il de caché par ici alors que Philippe est en train de se resservir un deuxième verre comme il a l'habitude de le faire durant le service, il réouvre la boîte de drogue et trouve une carte de visite avec un numéro de marqué dessus. On est à ce niveau-là de professionnalisme dans le trafic de drogue. Avec nos compliments. Tu verras à côté du numéro en 06 marqué Dylan. Parce qu'en plus de laisser son numéro, il laisse son prénom pour être encore plus facilement identifiable. Ok, j'appelle. Allô? C'est qui? Allô? Ouais, c'est Dylan. Ouais, t'es qui? On s'en fout, c'est ton produit qui m'intéresse. Tu peux m'en livrer combien? Hein? Mais attends. Comment t'as eu mon numéro? Putain, tu vends ou tu vends pas? Tu peux faire un jet de manipuler quelqu'un si tu veux. Manipuler quelqu'un, donc c'est 2D plus charme. Et puis bon, le résultat, on verra quand ça sera fait. 10 au dé et j'ai 0 en charme, donc ça fait 10. Oui, mais attends un peu là. Il y a eu un gros événement cette nuit, compliqué. Mais oui, je peux... Quelle quantité Ah, dis-moi combien t'as et dis-moi quand est-ce que tu peux livrer. 3 boîtes. Ouais, ça ira pour la première fois. Dans 2 heures. Ouais, ok, ça marche. À quel endroit? Tu connais les tunnels de Troyes? Et tu sais quoi, tu m'envoies les coordonnées. Ok, dans 2 heures. À plus. Ouais, c'est ça, ouais. Il raccroche. Tu sentais dans la conversation qu'il avait l'air complètement paniqué. Pas paniqué par le fait de recevoir un coup de fil sur ce téléphone-là, mais paniqué comme s'il avait vécu une situation légèrement traumatisante. On se demande pas. Vous allez entendre les policiers dire « Chef, le compte est bon. En fait, personne n'a réussi à partir d'ici. Je pense qu'il va être temps qu'on rappelle les équipes qui patrouillent. » Étienne, je te fais un gros coup d'œil appuyé. Le calcul que je fais, c'est qu'ils ne se sont pas rendus compte que quelqu'un s'était barré. Le chien avait continué à poursuivre quelqu'un. Les policiers n'ont pas trouvé, donc ça doit être quelqu'un de bizarre et de louche.
Moi, je demande à Prune, quand t'as entendu leurs pensées, est-ce que t'as eu un nom ou une identité de la victime? Du meurtre, non. Est-ce que t'as entendu le... C'est toi qui décides. Ah, tu me laisses le choix. Oui, je te laisse le choix. Et moi, je vais improviser dessus. En fait, mon truc, c'est de dire, est-ce que c'est quelqu'un qui est descendu pour faire un deal? Non, j'ai pas eu l'info. T'as pas eu l'info. Tu sais toutefois que ça a eu lieu à 300-400 mètres de là. Le policier n'était pas au courant, mais peut-être qu'un autre policier aurait été au courant. Ouais, je vais poser la question. Dites-moi, je sais de source parisienne qu'il y a eu un meurtre déjà dans ces souterrains. Vous pouvez me donner l'identité de la victime, s'il vous plaît? Oui, terrible affaire. Comment vous dites Terry? Non, terrible affaire. Pardon. On n'a toujours pas retrouvé, on pensait que c'était un cas isolé d'un meurtre. Je crois qu'il s'appelait Kevin, c'était un petit junkie d'une vingtaine d'années. D'accord. Il habitait Troyes? Oui, il était connu de nos services, on l'a déjà arrêté pour recel et deal. Il vendait avec un autre dealer, je sais plus comment il s'appelait. Dylan, peut-être. Je me souviens de son nom de famille, Duret. Pardon, il s'appelait Duret, vous avez un dossier sur lui? Oui, au commissariat, il va falloir remonter pour pouvoir le récupérer. On verra ça en haut, j'aurais bien savoir, ouais. L'officier Robinson va peut-être vous raccompagner. L'officier Richard est reparti en patrouille. Très bien. Je regarde Philippe. À côté du bar, il y a un des policiers qui avait laissé un de ses talkie-walkie. Il n'y a plus de talkie-walkie. Il n'y a jamais eu de talkie-walkie sur ce bar. Je prends une bouteille de champagne. Je la mets dans mon étui. Je te laisse définir la marque. Du ruinard. Vous prenez la direction pour pouvoir remonter. Je partage mes infos sur le chemin, notamment qu'il est parti à l'affût de quelque chose apparemment. En tout cas, c'est ce qu'on voit sur les vidéos. Il a senti quelque chose qu'il a suivi. Ce qui peut te faire penser qu'il a un très très bon odorat. Au moment où vous allez arriver sur l'échelle pour pouvoir remonter, tu commences à être prise d'un flash prune d'une chose qui va se produire ou qui est en train de se produire, et il y a le grésillement de la radio d'un des policiers qui sonne. SOS, SOS, on est attaqué par une sorte de monstre, on est avec les urgentistes, à l'aide. Il y a des coups de feu qui retentissent avant que la transmission se coupe. Pressentiment. J'ai un geste qui est tellement entraîné que c'est quasiment automatique. Je mets la main à un certain endroit de mon sac, que je laisse tomber, et en même temps, c'est conçu pour ça, je sors mon fusil d'assaut. Les flûtes de champagne. Je sors mon fusil d'assaut, j'ai un chargeur qui est toujours engagé, tant pis, hein, on n'est pas dans l'armée, on peut se permettre de se balader arme rouge, et j'ai deux chargeurs qui sont scotchés de l'autre côté. Je pars en courant, je vais foncer à la surface, le premier truc louche qui bouge, et qui répond pas, surtout que je poserai pas de questions, je le charcle. Juste avant que tu remontes à la surface, tout à l'heure, ce qu'il disait, c'était qu'il y avait des urgentistes qui étaient en bas avec des policiers en patrouille. J'avais compris qu'ils étaient en haut. Non, ils étaient en bas. On rembobine. Ouais. Tu cours dans les dédales Vers le bas. à votre niveau. Prune, le pressentiment que tu as, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire à 300 mètres à l'ouest de votre position. Et c'est comme si tu avais une boussole interne qui te guidait sur cette position-là. Et je gueule parce que je connais les capacités de chacun dans le groupe. Prune, guide-moi, putain, à gauche, à droite, dis-moi. T'inquiète, je le guide. Je le veux vivant! Et après, je suis. Pas les balles tranquillisantes qu'il a sorties. Moi, j'ai les balles tranquillisantes. Mais lui, il est devant. Je suis pas un athlète, hein, je cours pas extrêmement vite. Mais je suis devant, parce que je sais exactement où aller. De ce qu'a dit Philippe, c'est qu'il a commencé à tracer dans une direction. Peut-être que c'était dans la direction opposée qu'il fallait aller. En tout cas, son instinct lui a dit de partir dans un endroit, laissant la bouteille de champagne exploser à l'intérieur de son sac, commençant à se répandre sur les balles qui restent. Vous voyez Prune partir, Philippe revenir sur ses talons, Étienne qui se lance pistolet à la main, qu'il a sorti de sa mallette d'un compartiment caché C'est ça. pour pouvoir se joindre à la bataille. Est-ce que tu laisses ton attaché case ici ou est-ce que tu le prends avec toi? Non, je le laisse. Maintenant que j'ai l'arme et les munitions qu'il faut, je le laisse. Ok. Dans tous les cas, il y a une puce GPS pour pouvoir le retrouver. Et toi, Jean, qu'est-ce que tu fais? Je range mon PC dans mon sac et je sors mon pistolet de poche. Et je les suis sans être trop près d'eux, prendre un peu de distance avec le danger quand même, un peu de prudence. C'est ça, surtout que le danger s'appelle Philippe. Exactement. Je reste notamment derrière Philippe. Et jamais devant lui quand il a une arme à la main. Contrairement à Prune qui traçait. Règle de sécurité avant tout. L'air est saturé, renfermé, donc vous avez du mal à respirer. Quand même, vous allez vous élancer, vous allez vous essouffler plus rapidement que si vous couriez à l'air libre en haut. Mais malgré le dédale, Prune arrive à vous amener sur le point en 5 minutes. C'est à peu près la même scène que vous allez retrouver à quelques détails près. C'est-à-dire que vous allez avoir des policiers et quelques urgentistes qui sont mortellement blessés sur le sol et il y a une urgentiste encore vivante qui essaye de donner les premiers secours sur chacun d'entre eux en essayant de prioriser pour pouvoir sauver l'une des personnes. Je mets derrière moi Prune, de façon autoritaire, avec le fusil. Il fait gaffe, on sait pas où est le truc. Et bien entendu, elle te dépasse d'une tête. Complètement dans un état second, et j'en ai rien à foutre. Moi, je vais voir l'urgentiste tout de suite.
vous entrez dans une scène où deux choses peuvent se produire. Vous avez la possibilité d'enquêter sur un mystère parce que vous êtes sur un mystère à cet endroit-là et donc de poser une question, mais aussi de jeter un coup d'œil parce que c'est peut-être un endroit qui craint. Évaluer une situation qui craint. Je fais ça, bon, Prune, elle est dans son état second habituel, donc en fait, moi, je la suis. Et mon idée, c'est d'évaluer la situation qui craint sous l'angle. Qu'est-ce qui pourrait craindre pour Prune, accessoirement pour moi? L'un d'entre vous peut aussi donner un coup de main soit sur enquêter sur un mystère, soit sur évaluer une situation qui craint. Bien entendu, vous pouvez mener les deux questions de manière séparée. Je vais enquêter sur un mystère, du coup. Je répondrai après sur l'enquêter sur un mystère. On va d'abord évaluer la situation pour voir si elle craint toujours sa mère ou pas. Je peux évaluer une situation qui craint avec mon move génie tactique qui me permet de remplacer le futé par cool. Ça marche. Je te laisse faire ça. Vu que tu as cette manœuvre-là, je l'autorise. Philippe, 1-6. Fort heureusement, tu apprends par l'échec, donc tu vas pouvoir cocher une case d'expérience qui te permettra de prendre du galon. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je suis tellement obnubilé par la protection de Prune que... T'es persuadé que comme t'es arrivé, la situation ne craint plus. Tu es la personne de la situation. Étienne, Alors 8 plus 2, donc 10. Donc tu vas pouvoir me poser 3 questions parmi la liste suivante. Quelle est la meilleure façon d'entrer pour moi? Quelle est la meilleure façon de sortir pour moi? Y a-t-il des dangers que nous n'avions pas remarqués? Quelle est la plus grande menace? Qu'est-ce qui est le plus vulnérable selon moi? Quelle est la meilleure façon de protéger les victimes? Une fois que tu auras répondu à ces questions-là, on passera sur le enquêter sur un mystère. La plus grande menace, c'est moi, hein, te tracasse pas. Ça pouvait aussi être moi. y a-t-il des dangers que nous n'avons pas remarqués? Sachant que j'en connais au moins un. Quelle est la meilleure façon de sortir? Puisque maintenant, je veux savoir où la bête aurait pu partir. Et puis en troisième, je suis fonctionnaire avant tout. Quelle est la meilleure façon de protéger les victimes? Alors la meilleure façon de protéger les victimes, c'est de prendre le talkie-walkie pour relever la position, D'accord. pour pouvoir extraire les blessés. Toutes les victimes et tous ceux qui peuvent encore potentiellement être sauvés. Y a-t-il des dangers que nous n'avions pas remarqués? Tu découvres qu'il y a 3 seringues qui ont été utilisées, qui sont posées à proximité. Ça peut être un danger parce que ça peut être vecteur de maladie et surtout tu t'aperçois rapidement en les analysant d'un simple coup d'œil que ça contient de la drogue à s'injecter directement dans les veines. Si vous partez sur l'hypothèse du loup-garou, il y a une deuxième chose qui te frappe, c'est quand tu vas analyser rapidement les morsures. Tu sais que la malédiction ou la maladie du loup-garou se transmet par les morsures. Et donc potentiellement, s'il y a des personnes qui restent vivantes, ça peut être des gros dangers. Quelle est la meilleure façon de sortir pour toi? C'est d'emprunter l'une des sorties d'égout. Tu viens de trouver un plan sur l'un des policiers qui a été griffonné à la main. À une 50aine de mètres de votre position, il y aurait une sortie qui mènerait à proximité de la cathédrale de Troyes. Ça veut dire qu'en fait, les gens qui sont actuellement en train d'être soignés, potentiellement pourraient contracter... Elle les soigne pas, elle essaye de les maintenir en vie parmi ceux qui restent, le temps qu'il y ait des personnes qui viennent pour pouvoir l'aider à le faire. Potentiellement, eux pourraient devenir des loups-garous si j'en crois la légende, c'est ça? Potentiellement. Il y a un risque que en fait, les personnes qu'on sauve, ça soit nos premiers dangers, quoi. Et je vous rappelle que je n'ai absolument pas le droit de vous mentir sur ce jeu. Juste après, je vais appeler l'agence. Et Étienne, pendant que tu appelles, comme je sais que tu es capable de multitraiter, c'est pour ça que je te respecte, je te consulte du regard et tu connais ce regard. De toute façon, la situation, elle est claire pour chacun d'entre nous, on est assez entraînés comme ça. Je te consulte du regard en te montrant les 2 victimes encore vivantes, dont l'une est sous les mains, sous le regard de l'urgentiste, mais pas l'autre. L'urgentiste ne me voyant pas, ne te voyant pas non plus, et je te pose la question en hochant de la tête, en passant le couteau sous la gorge. Je te fais le signe de stop. Enfin, je peux pas te le dire, mais On se comprend. ce que je voudrais, c'est qu'on fasse une extraction et que eux, ils soient ensuite amenés au siège. Donc, Pity. Donc pitié, ouais. Exactement le protocole que tu préfères. Jean, tu as fait ton enquêter sur un mystère et tu as obtenu 11 comme résultat. Tu vas donc pouvoir poser 2 questions par ami. Que s'est-il passé ici? De quel genre de créature s'agit-il? Que sait-elle faire? Est-elle vulnérable? Où est-elle partie? Que voulait-elle faire? Et y a-t-il quelque chose de caché par ici? Du coup, sachant qu'il y a des personnes blessées encore vivantes, si ça commence à être intéressant de se pencher sur de quelle créature s'agit-il, pour savoir s'il y a un risque de contamination ou non. Et la deuxième question, c'est où est-elle partie? Parce que c'est arrivé il y a pas longtemps et elle est peut-être pas très loin. De quel genre de créature s'agit-il? Tu ouvres ton PC, consultes les forums de cryptozoologie, t'envoies peut-être la photo que t'as extraite de la créature sur internet, et ça y est, ça te revient tout à l'heure. Étienne, dans le van, parlait non pas de loup-garou, mais de voir-loup. De voir loup. Dans les fameuses légendes locales, transmises de génération en génération, il parle pas de loup-garou, mais de voir-loup. Le voir-loup, c'est une créature qui est maudite, comme le loup-garou, mais pas de la même manière parce que c'est des démons qui s'emparent de son corps pour pouvoir assouvir le désir le plus profond de la personne qui est contaminée. C'est une légère variante du loup-garou, située dans le pays d'Hôte. Tu regardes et effectivement, le voir-loup,
Fut un temps, à l'époque médiévale, il y en avait énormément parce qu'il y en avait qui offraient leur âme aux malins afin de pouvoir obtenir gloire, richesse ou aussi d'autres personnes. Il faut savoir que ces personnes qui avaient des informations sur les voire-loups étaient constamment tuées. C'est pour ça qu'il y a très très peu d'informations qui sont transmises de bouche à oreille et qu'en général c'est les grands-mères qui racontent ça pour effrayer les enfants qui ne veulent pas aller au lit. Cependant, il y a des personnes qui ont réussi à marquer des écrits sur les voire-loups et ces derniers sont consignés dans des lieux sacrés parce que comme toute créature maléfique, elles ne peuvent pas entrer à l'intérieur de sanctuaires bénis, sanctuaires provenant de toutes les religions. Et il y a une information que tu vas arriver à gratter étant donné que tu es un personnage parano, c'est qu'il existe un exemplaire en dehors des murs bénis qui se trouve dans un château à Saint-Jory, dans le sud-ouest de la France, un petit village à proximité de Toulouse, dans le château d'une descendante d'un grand chevalier qui s'appelle Baudouin de la Roche. Et pourquoi ça te dit quelque chose? C'est que ce château-là est fiché dans l'agence comme étant une réserve d'informations dans laquelle vous puisez de temps en temps auprès d'une personne qui a été l'une des membres fondatrices de l'agence. Ça, c'était sur de quel genre de créature s'agit-il. On est parti un peu plus loin, mais c'était très intéressant. Par où est-elle partie? Il y a un truc que tu repères, elle a marché dans des traces de sang. Et donc, dans le couloir, il y a des traces de sang qui vous permettent de suivre la piste. Et étant donné qu'on est dans des catacombes, il y a de la terre en dessous. Et ces traces, étant donné que vous êtes des trackers, vous allez pouvoir les suivre. De ce dont vous êtes sûr, c'est que la créature est encore à l'intérieur des catacombes. Mais où exactement? Il va falloir suivre les traces pour pouvoir la trouver. Urgentiste, quand on lui demande qu'est-ce qu'elle a vu et pourquoi la créature est partie, qu'est-ce qu'elle répond? Normalement, cette question, elle est bloquée par la mécanique du jeu de qu'est-ce qui s'est passé ici. Ah, pardon, d'accord. Mais on peut dire que c'est peut-être pas toi qui vas la poser parce que tu vas demander une extraction de l'agence, mais peut-être que Prune va poser la question. Ouais, je vais lui poser la question justement. Elle est en train de réanimer quelqu'un, c'est ça? Elle est en train d'essayer de faire en sorte que le sang ne sorte pas, donc elle a posé des garrots et elle fait une compresse de la main pour essayer de garder le sang à l'intérieur du corps. Qu'est-ce que tu fais là? Hé, au lieu d'être là, Tu peux nous dire ce qui s'est passé? aidez-moi. Non mais je vais pas t'aider là, c'est fichu là. Mais non, on peut encore le sauver. C'est mon ami, on a fait les études ensemble. Je vais pas le laisser mourir. Allez, aidez-moi. Faut sauver les gens. Si tu m'aides, je te réponds. Tu veux pas le laisser mourir? Tu vas tenter la télépathie pour la manipuler? Oui, mais non, j'ai installé la télépathie. Alors tente-moi un jet de manipuler quelqu'un, c'est avec du charme. Ah ouais, bah j'ai fait un bon jet, hein. Allez, 3 plus 1, 4. Tu peux cocher une case d'expérience. Et est-ce que tu le faisais par télépathie? On va commencer à signer du nez. Tu joues un épouvantail. Donc en le faisant de cette manière-là, il va se passer quelque chose. Ah merde. Comment ton côté sombre prend le dessus? Il fallait bien que ça arrive, hein. C'est comme si je me prenais un gros shoot de drogue. Je pars un peu en épilepsie et je suis complètement en trip quoi. Et qu'est-ce qu'il en émerge de ça? Or, comme tu joues un épouvantail, ton côté noir prend le dessus. Tes côtés sombres se révèlent, à savoir tu as coché hallucination, rage et sombre pouvoir. Je suis en hallucination totale. Et du coup, comme je suis en hallucination totale, j'ai un super bon flair. Ok, mais qu'est-ce que tu vois qui te fait rentrer dans une rage? Qu'est-ce que tu hallucines? Qu'est-ce qui commence à te faire vriller? Le sang. Le sang, ok. Il y a le sang qui apparaît et à l'intérieur d'une flaque de sang, tu vois le visage de ta grande sœur, encore enfant, qui te regarde avec des yeux du jugement. Et il y a cette personne-là qui refuse de t'obéir et qui veut à tout prix sauver cette personne. Qu'est-ce que tu y fais? T'as envie de la baffer, de la rehausser, de la mettre quelque part. Et pourtant, tu sens qu'il y a quelque chose d'étrange qui émane d'elle. Comme si, comme toi, elle avait un vecteur magique qui la parcourait. Du coup, est-ce que ça me donne pas envie de sauver la personne? Absolument pas, t'as envie de la tuer. C'est ton côté sombre, c'est ta rage. C'est pas la prune habituelle que tu joues. Tu bascules complètement dans le côté sombre de ton personnage, dans l'épouvantail, dans ce qui prend le dessus, avec un échec magique. Je pousse la nana là, assez violemment. Ça sert à rien de toute façon, l'urgentiste là, la personne elle va mourir. Ça me saoule. Elle est un peu projetée très loin. C'est à 2 doigts si je marche pas sur le corps. Je me casse suivre les traces de sang du voir très décidé. Je la rattrape parce qu'elle y allait toute seule. D'abord, c'est pas dans le protocole des autres, on va encore se faire engueuler. Mais en plus, c'est dangereux. Fusil, je le lâche avec sa sangle, il bascule sur mon côté. Je l'attrape, je lui parle, hein, on sait jamais. Oh la petite, hey, tu te réveilles maintenant. Arrête tes conneries maintenant. Je cherche à la protéger. Je suis 1000 fois plus forte, donc je me dégage de ça et je continue. L'idée, c'est d'aller trouver qui c'est cette personne, ce monstre, et de le détruire. Et il n'y a plus aucun protocole. Je gueule et je me retourne vers Étienne en lui disant « Putain, on a un problème, j'y vais !» Et donc je suis Prune qui est dans son état second, avec mon bon vieux pote, mon fusil. Je regarde entre mon téléphone et puis les deux qui partent et je les suis. Ça marche, Jean? Je sors également à nouveau mon pistolet de poche et je pars à leur poursuite également pour pas rester tout seul. Et aussi parce que c'est mes coéquipiers quand même.
Et pendant qu'on avance, avec Prune qui est en tête, moi qui est juste derrière, parce que j'ai un peu de mal à rester à son niveau, vu qu'elle est un peu plus athlétique que moi. Toi, Étienne, qui arrive juste derrière moi, et toi, Jean, qui enchaîne derrière. Je dis derrière moi, je vous fais quand même l'aide-soignante, parce qu'elle est louche. Hein. Elle a survécu. Les deux autres sont pas encore morts. Vous voyez ce que je veux dire, un loup-garou, tout le bordel. Et si ce qu'il y a dans les livres pour les enfants est vrai, méfiance. Hein. Effectivement, je les suis en couvrant les arrières. Si c'est un loup-garou, de toute façon, une histoire de pleine lune, je ne sais quoi, donc... Et dans les souterrains, Étienne, merde, je te croyais plus intelligent que ça. Bordel, mais réfléchis, quoi. Donc là, on est plutôt sur un voir-loup qu'un loup-garou. Hein. Et le voir-loup, tu sais qu'il a une particularité, c'est qu'il se transforme en volonté. Quoi ? Pas besoin d'une histoire de pleine lune, pas besoin de trucs. Ça peut être en plein jour, au cœur de la nuit noire. C'est quoi ce bordel? C'est-à-dire, partons du principe qu'il y a une bête qui est là, présente, et qu'elle est sous forme de bête. Elle vient à l'instant de tuer des gens, donc si elle devait se transformer, elle est déjà transformée. Il y a une deuxième info qui te revient, ou qui est en train d'apparaître à l'écran. En fait, la personne qui désire se transformer en voir-loup doit lancer une phrase en latin, et à ce moment-là, paf, elle se transforme. D'accord. Et si on lance une contre-phrase, ça fait un exorcisme, et c'est bon, là? Et non, malheureusement, vous n'avez pas encore enquêté sur ses faiblesses. Jean, c'est transmissible ce truc? Je sais pas, faudrait contacter l'agence, ils ont potentiellement des infos à travers la bibliothèque du château de Saint-Jory, on devrait pouvoir avoir des infos, mais là je crois qu'on n'a pas le temps. Non, il faut suivre, et la Prune est dans un état second, là, je sais pas ce qu'il y a là, il faut la protéger, et puis quand elle va se poser, on verra. Va, on fonce derrière, moi je surveille nos arrières en suivant. Prune, tu es devant, tu n'as plus aucune conscience de l'environnement qui t'entoure, tu ne vois plus quelle personne tu as devant toi, derrière toi. Tu sens juste une sorte d'aura magique de type neutre à l'arrière. Et tu sens une aura maléfique à une centaine de mètres de ta position. Tu commences à ressentir quelque chose, une sorte de pressentiment. Et c'est ta rage qui te guide, ta rage qui t'oblige à aller dans cette position-là. Vous la suivez derrière, vous commencez à entendre des grognements d'une créature comme celle que vous aviez entendue à un moment sur la vidéo. Et puis tout d'un coup, un hurlement de loup, comme s'il s'apprêtait à chasser une de ses proies. L'effroi vous gagne, vous avez peut-être quelques frissons. Guidé par l'instinct, vous foncez dans une pièce et vous voyez le voir-loup positionné devant une personne, la vingtaine, une casquette sur la tête qui visiblement est posée sur le sol avec deux boîtes remplies de petites pilules de drogue à proximité et qui est en train de se pisser dessus en regardant la créature. Il va avoir un réflexe qui va être de sortir une seringue et d'essayer de la planter sur le voir-loup. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez agir, en commençant par toi, Prune. Une fois que vous aurez agi, le monstre pourra agir. C'est une manœuvre gros coup. Allez, tu fonces directement au corps à corps, emporté par ta rage. Clairement, Donc ta manœuvre au gros coup, elle permet de faire quoi? vous pouvez utiliser vos pouvoirs pour casser la gueule à quelqu'un. Lancez les dés, plus bizarre au lieu de plus coriace. L'attaque prend la forme suivante, 2 dégâts, proche, évident, ignore l'armure. En cas d'échec, vous subissez un contre-coup magique. Bizarre, j'ai plus 2, 7. Oups. C'est en tout de 6. Tu vas arriver à infliger des dégâts sur la créature, mais cette dernière va répliquer. Fait un bon gros coup, quoi. Droite, gauche, quoi. Droite, gauche, uppercut. Et au moment où tu vas pour lui caler l'uppercut, c'est là où il y a sa griffe qui te saisit au niveau du torse. Son coup de patte va te faire valdinguer de 6 mètres et tu vas subir 2 dégâts. Elle lâche la tension qu'elle avait sur le dealer. Elle se retourne vers vous, grince des dents. Elle va pour sauter. Et c'est à ce moment-là que l'un d'entre vous agit. Je lui tire dans la gueule avec mon fusil d'assaut. 10. Quelle est l'option que tu choisis? Tu infliges plus de dégâts, tu te protèges de ces dégâts, tu la pousses dans un coin. Je la repousse, je la force à reculer sous la puissance des tirs. En fait, elle encaisse et puis il y a quand même de l'énergie cinétique. Ça fait modérément mal, même si a priori elle va se remettre vite. De fait, elle s'abrite un peu et ça nous permet de nous réorganiser. Voilà. En reculant, elle va prendre un petit caillou, elle va te lancer une sorte de mini-pierre sur le torse qui va te faire reculer. Mais professionnel tel que tu es, la seule chose que tu feras en reculant, ça sera changer de chargeur pour continuer à arroser la zone. Il y a les balles qui se figent dans son corps, et certaines, une fois qu'elles sont rentrées, son corps les repousse, et elles tombent au sol. Je vais tirer mes balles tranquillisantes. En revanche, j'ai pas de manœuvre particulière. Donc je sais. Ça va casser la gueule, c'est juste qu'au lieu d'avoir tes balles normales, t'as tes balles tranquillisantes, et c'est exactement la même chose. Alors, 10 plus 1, 11. Parfait. Eh bien, écoute, ça touche, tu peux choisir soit d'infliger plus de dégâts, donc c'est de pouvoir l'endormir plus rapidement, soit de la repousser quelque part, soit de te protéger de ses attaques. Infliger plus de dégâts. J'ai visé ce que j'estimais être une zone faible, de manière à ce que le produit agisse le plus vite. Je te dirais du coup, tu l'as visé vers ce que tu penses pouvoir être le cœur, de manière à ce que ça pénètre directement à l'intérieur du cœur. Elle va réavancer.
Il y avait une sorte de table en pierre. Tu lui tires dessus plusieurs fléchettes sur le cœur et elle va balancer un gros coup de pied dans le truc de pierre qui te fonce dans ta direction, qui, une fois qu'il te touche, t'envoie voile-dinguer à 3 mètres de ta position. Et tu subiras toi aussi 2 dégâts. Si t'as une armure, tu retranches les dégâts dessus. On est d'accord que la créature, elle est occupée par Étienne. Oui. Donc est-ce que je peux m'en approcher discrètement pour lui faire une attaque furtive? Discrètement, ça va être compliqué étant donné qu'elle est face à vous. Qu'elle n'a pas bougé, du coup je lui tire dessus alors. Mais étant donné qu'elle ne t'a pas encore remarqué, comme t'es le dernier arrivé, que t'es peut-être encore dans le couloir des catacombes, si tu lui tires dessus, ça va être une attaque furtive. Ça marche. Bah du coup je fais une attaque furtive avec mon pistolet. Ok, ton attaque furtive, ça te permet de rajouter un Plus 2 de dégâts. Super. Et je te laisse tirer. Bon bah 12, plus 1, 13. Allez, super. Donc, tu tires à quoi? Aux balles réelles ou aux balles tranquillisantes? Une balle tranquillisante évidemment. Tu choisis de faire plus de dégâts, de la repousser quelque part ou d'éviter ses attaques. Je vais faire du dégât. Où est-ce que tu tires sur la créature? La tête. C'est le plus efficace. Tu lui balances une première fléchette. À ce moment-là, elle te voit, elle court dans ta direction, saute. Pris de réflexe, tu lui tires encore quelques fléchettes dans la figure, ce qui lui donnera une belle iroquoise entre le bout du museau et les 2 oreilles, alors qu'elle commençait à te prendre et à te griffer et à rapprocher sa tête de la tienne, elle s'effondre sur toi. Tu sens que son sang qui commençait à te couler dessus, t'as l'impression que les plaies qu'elle avait commencent à se refermer. Là, en tant que professionnel, vous savez que vous avez très peu de temps pour agir afin de vous sécuriser de la créature. J'ai un garrot sur moi, je peux tout de suite l'étrangler. Il faut voir ça avec Étienne. Ça veut pas dire la tuer, hein, ça veut dire l'asphyxier pour qu'elle tombe dans les pommes. Elle dort déjà en fait avec le tranquillisant. On peut pas l'attacher avec le garrot? Pas sûr que ce soit très efficace. Par contre, je veux bien que vous la tiriez, que je puisse me relever s'il vous plaît, parce que je suis quand même en dessous là. 2 mètres au garrot quand elle est à 4 pattes, mais tu peux donner du 2,50 m de hauteur. Ça va être chaud pour la remonter. Par contre, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me sortir de sous la créature, s'il vous plaît? Jean, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais le boulot. Prune, tu recommences à prendre tes esprits à ce moment-là. Bon, je rampe, hein, parce qu'ils veulent pas m'aider a priori. Si on l'a fait basculer. Du coup, la créature est dans les vapes, et du coup, là maintenant, il faut l'extirper pour qu'on la ramène dehors. L'extirper rapidement parce que vous savez pas combien de temps les somnifères vont faire effet. Mais si elle s'endort complètement, il n'y a pas une chance, Jean, qu'elle se retransforme en humain d'origine? C'est ça le triple, là, l'humain, pof, le chien, bidule? C'est pas ça le scénario, là? Faudrait contacter l'agence rapidement, leur demander des infos sur les voire-loups à la bibliothèque de Saint-Jory. Alors là, je crois que j'ai pas de réseau. Hein. Effectivement, comme tu le dis, Philippe, alors qu'elle râle et qu'elle est en train de dormir, la créature commence à reprendre forme humaine. Et vous voyez un homme complètement nu émerger de cette forme avec un gros tatouage sur une épaule dans son dos. On est d'accord que quand il se transforme en monstre, il devient plus gros. Il a le cou plus large aussi, par exemple. Oui. Donc si on l'attache avec un garrot autour du cou, s'il se transforme, il s'étouffe. Ou ça casse? Ah, mais donne pas des idées. Loup ou pas loup, je le menotte pas. Et on l'embarque sur l'épaule et quoi, on sort. Et Jean, le tatouage, là, regarde ça. C'est un tatouage qui est assez bizarre parce que à la base vous pensiez que c'était un tatouage, mais plus vous vous rapprochez, plus vous vous rendez compte que en fait ce n'est pas un simple tatouage car les contours ont été faits comme si la personne avait été marquée au fer blanc. Ça représente une lettre écrite de manière médiévale, comme si ça avait été calligraphié. Jean, je sais qu'il y a une sortie pas très loin, qui est pas très loin de la cathédrale, c'est peut-être un bon endroit où aller. Ok. Moi, j'étais vraiment préoccupé par l'état de Prune. Quand je vois que ça va, je vous dis, l'aide-soignante, là, je vais aller voir, ok? T'inquiète pas, Étienne, je lui fais rien, sauf si elle bouge. Je pars en clopinant à ma pied. Je peux intervenir? J'ai senti qu'il y avait un aura magique derrière moi. Et du coup, est-ce que ça pourrait être urgentiste? T'en es persuadé que ça vient d'elle. Donc il y avait 2 auras magiques, Ouais, c'est ça. on embarque les 2 et on sort avec. Et les 2 victimes conscientes, ou inconscientes, je sais pas quoi, enfin vivantes, là, Pour l'instant on les laisse, on pourra pas les sortir. tu veux que je m'en occupe? Parce qu'on risque d'avoir 2 verlous de plus sur les bois, hein. Fais ça proprement. Hein. Ça marche. Je prends un peu d'avance pour revenir dans le lieu où il y avait eu le 2e massacre. J'imagine que je retrouve l'urgentiste qui est toujours occupé avec ses 2 victimes potentielles et puis tous les cadavres autour. Il s'est pas écoulé tant de temps que ça finalement, même si ça a pris du temps à le raconter, mais bon, dans la réalité, ça a été l'affaire de 2-3 minutes probablement. Je parle avec elle, c'est pour faire la conversation. L'idée, c'est de l'occuper un petit peu, mais en fait, je ne me mets pas dans son champ de vision, je suis derrière elle. Et je lui demande comment elle voit les choses. Vous allez faire comment là? Vous les remontez? Vous faites quoi là? J'attends les secours. Ils sont censés arriver d'ici 2-3 minutes. Censé? Oui. Eh, vous déconnez ou quoi? On a des mourants et ils sont censés. Vous les avez eus au téléphone? Bon, ils arrivent. Et tu sens qu'elle en est persuadée dans ce qu'elle dit qu'ils arrivent. C'est une certitude pour elle. Les 2 victimes inconscientes. J'imagine qu'il y en a un qui est directement à soin d'attention. Ouais. L'autre, peut-être pas.
L'autre, pas à côté. Elle pense l'avoir stabilisé, mais pour l'instant, elle a Dieu que pour son ami avec qui elle a fait ses études. Ok, je fais l'assommer. Alors. Je te fais pas faire de jet, tu l'assommes, sans problème. Les deux autres, je les égorge proprement. Couteau papillon. Je fais ça vite. De toute façon, il n'y a pas de sentiment. C'est la bidoche, c'est tout. Hein. Le couteau, je l'essuie sur l'intérieur d'un vêtement. Je le replie. Il n'y a pas du matériel médical d'ailleurs qui traîne, genre brancard. Non, il y a juste des sacs d'urgence. Ah, c'est chiant, il va falloir se les soulever. Quand vous arrivez, vous voyez que je suis en train de soulever l'aide-soignante et de me la mettre sur le dos là, pour que ça soit plus facile. Je vous fais un petit signe en particulier pour toi, Étienne. Scène nettoyée. Étienne, est-ce que tu as réussi à joindre l'agence? Non, parce que je n'ai pas de réseau. On est trop bas. Donc c'est pour ça que je veux sortir par la sortie que j'avais identifiée, la Stilton du côté de la cathédrale. Oui, pour pas ressortir là où il y a la police et tout le monde. C'est ça. Ouais. Une fois qu'on est sorti, on va directement dans la cathédrale. Vous êtes juste à côté, vous sortez, il y a un peu d'effervescence dans la rue. Certains s'indignent de voir un homme nu trimballé par d'autres personnes alors qu'il est complètement inconscient et que vous vous rendez à l'intérieur de la cathédrale. Au moment où vous allez traverser la cathédrale, vous allez sentir comme s'il y avait quelque chose qui retenait cet homme à l'extérieur de la cathédrale et en vous y mettant à trois, vous arriverez à le pousser à l'intérieur. Il sera pris de soubresaut et alors que vous vous retournez, à l'extérieur de la cathédrale, il y a une forme qui va sortir d'une petite colonne de flammes. Une forme un peu noirâtre qui vous regardera et vous dévisagera bizarrement. Je crois qu'on l'a libéré de son démon. Merde. Bon, je vais devoir faire un rapport. T'as toujours la marque sur le dos, mais il y a le démon qui va vous regarder, qui va faire un contrat, et ton contrat, essaye de le rompre sans les règles de l'art, c'est aller à l'encontre d'entités supérieures dont je fais partie. Il tourne la tête vers l'épouvantail, il va dire Prune, excellent. J'espère que votre petite virée dans votre côté sombre vous a fait du bien. Je suis persuadé que nous retrouverons dans un certain temps. Et quant à cet homme, laissez-le moi. Et il disparaît dans la colonne de flammes avant même que vous ne puissiez répondre. Oups. Yes, je les connais, ce genre de personnes. Est-ce qu'on peut vite appeler l'agence pour leur demander les infos sur les Voirloups avant de faire une autre connerie? Extraction d'urgence et puis... Alors moi, je suis resté dehors pour deux raisons. D'abord parce que, en dépit de tout ce qu'on peut imaginer, j'ai quand même de l'éducation et je vais pas rentrer avec mon fusil d'assaut dans la cathédrale. Je suis complètement cuit. Vu mon régime Coca-Cola, Mars, un peu de drogue sur le côté, whisky et café, le fait d'avoir trimballé l'autre là sur le dos, tout seul évidemment, puisque vous étiez occupé vous avec l'exhibitionniste là. Quand on est sorti, en plus il fallait monter, tout ça, moi je suis rincé. Donc en fait je suis resté à souffler comme un gros cochon à l'entrée de la cathédrale. Si ça se trouve il y a même quelqu'un qui m'a donné une pièce. Alors, en attendant la suite et en surveillant bien que l'aide-soignante elle reste comme elle est, c'est-à-dire inconsciente. En tout cas, t'es avec un fusil d'assaut dans la rue. Ouais non mais discretos quoi. Discretos, le fusil d'assaut en bandoulière, je sais pas comment. Avec des chargeurs scotchés les uns aux autres. Des chargeurs qui dépassent de la veste du blouson. L'homme nu, il est toujours inanimé. Il a toujours des pulsations cardiaques, mais il est toujours inanimé. Ouais. T'as du réseau pour rejoindre l'agence. J'appelle l'agence. Je leur demande une extraction d'urgence avec deux potentielles créatures. Pense à demander un exorciste au passage. Catégorie de la première créature. Un Voirloup. Un lycanthrope, un voirloup. Ok, catégorie lycanthrope. Ah, créature maudite, démoniaque. Ok, ça peut intéresser les autorités. Pensez à l'enduire d'eau bénite. Je ferai un rapport plus circonstancié, mais je pense que c'est bon en fait là, au niveau d'eau bénite. Je prends l'eau bénite dans la cathédrale et je leur balance dessus quand même par sécurité. La deuxième personne, c'est une humaine dont on soupçonne une aura magique. On vous envoie un transport héliporté. Arrivée estimée d'ici une vingtaine de minutes. Très bien. Je ne sortirai plus jamais de cette cathédrale. Je vous propose qu'on fasse une petite ellipse. Quand ils vont arriver, ils vont poser l'hélicoptère, vous savez pas pourquoi, vous savez pas comment, sur le parvis de la cathédrale. De là sortiront des personnes complètement équipées de caissons hermétiques, dans lequel ils mettront l'urgentiste encore inconsciente que vous aurez peut-être eu l'intelligence de ramener à l'intérieur de la cathédrale pour éviter qu'elle soit vue par d'autres personnes dans la rue. L'exhibitionniste sera scellé sous sceau ecclésiastique. Ils les mettront directement dans l'hélicoptère, vous laissant vous débrouiller par vos propres moyens pour entrer. Ah bah super. Bon, on traverse la ville tranquille, hein, on va revenir vers la camionnette. Hein. Je veux quand même plus sortir de la cathédrale, il y a un démon dehors qui se promène. Je vous propose à vous de décider quelle va être la scène finale de l'épisode. Je pense que la scène finale, c'est dans le van, sur la route du retour, en termes de lieu. Avant ça, il faudra me sortir de force. Ah non, il y a un démon qui se promène dehors, il peut pas rentrer dans la cathédrale, je reste là moi. On a aspergé le van d'eau bénite. Pour te rassurer, tu vois. Vous êtes sûr qu'elle est bien bénite? On a trempé les sapins magiques dans l'eau bénite. Donc... Je préfère, j'en prends avec moi au cas où. T'es trempé en fait, t'as pris une douche d'eau bénite quoi. Non, je vois pas de quoi tu parles. Jean,
C'était quoi exactement ce qu'on a vu? Le Voirlou, l'espèce de truc noir, Le nuage enflammé, l'entité supérieure, je ne sais quoi. a priori, ça serait le démon qui le poussait à se transformer en loup. Donc lui maintenant il est où? J'en ai absolument aucune idée. Il va falloir aller plonger dans les archives de l'agence et aller chercher des informations qu'on pourra trouver que là-bas ou dans certaines églises ou cathédrales où sont enfermés certains recueils spécifiques. Et j'en sais pas plus pour le moment. Et Prune, tu le connaissais? Ça a l'air très similaire à mon comportement. Un humain. Ouais, justement, Prune, tu le connaissais? Lui, pas personnellement, mais oui, j'ai croisé certaines personnes avec ce genre de comportement. Pas un comportement meurtrier comme celui-là, mais exactement comme moi. On est humain, mais on a un démon en nous qui ressort lors de certains événements. Philippe, on a un problème. J'ai peut-être une solution, Étienne, si tu m'en parles de ton problème. Ton problème, il s'appelle Dylan, il t'attend depuis un petit moment, je pense. Merci chers auditeurs d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cette nouvelle équipe présente sur la JDR Academy vous aura plu et que vous aurez hâte de retrouver ces voix dans de futurs épisodes. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le partager sur les réseaux sociaux, à le commenter et à nous faire en retour. Vous pouvez aussi passer sur le Discord pour jouer avec nous. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye. Salut! Bye! Bye.